qui avait 150 ans, parfois 200 ans d'histoire. Un savoir-faire évident avec les familles, avec les enfants qu'on accompagnait. Et puis, du coup, ces associations qu'on pensait extrêmement solides, elles se sont révélées être des châteaux de sable, et il y a un énorme tsunami qui est arrivé qui s'appelle les appels à projets. Alors, un appel à projet sur le papier, c'est quoi? Un appel à projet sur le papier, c'est pour les enfants et leurs familles. C'est surtout pas une question d'argent. Un appel à projet sur le papier, c'est des idées novatrices, c'est une manière de réinventer le social. C'est pas du tout pour l'argent. Sur le papier, des appels à projet, ça se fait en douceur et sans aucun licenciement. C'est pas du tout pour l'argent. Dans la réalité, les appels à projet, c'est quoi? Je suis venu au mois de février, il y a un an maintenant, on n'avait pas encore vécu la transition. La transition, ça y est, on vient de la vivre. Moi, j'ai été licencié il y a à peu près un mois et demi. La transition, il y a des appels à projet entre une association qui a perdu et une association qui a gagné, ça donne ça. Ça donne les parents de Thomas qui ne vont pas le voir pendant 2 semaines parce que le calendrier de visite a été perdu. Ça donne la mère de Marina qui va multiplier les crises d'angoisse parce que toute l'équipe éducative avec qui elle avait commencé à créer du lien a disparu d'un coup. Ça donne Sonia, une petite fille épileptique qui à son retour de colo n'aura pas son traitement pendant 3 semaines parce que son ordonnance médicale a disparu et que la nouvelle équipe ne le sait pas. Ça donne Malik qui a 4 ans et qui se retrouve sur un groupe d'enfants qui en a 14 et qui ont des troubles du comportement et qui est retrouvé par les éducateurs en train d'exploser des vitres à coups de pierre. Ça donne Pierre et Sonia qui se retrouvent sur le même groupe, 2 enfants qui étaient sur mon groupe à moi auparavant, qu'on avait fait séparer parce que le premier avait agressé sexuellement la deuxième. Personne n'avait jugé bon de signaler à l'association qui prenait notre place qu'il ne fallait surtout pas mettre ensemble ces 2 enfants. Il y avait une information préoccupante qui avait été faite, bien entendu, tout le monde était au courant. C'est des équipes qui sont créées au jour le jour, dans les associations gagnantes. Alors parfois ça marche, et puis parfois c'est une catastrophe, parce qu'ils n'ont pas le temps de préparer des règles de vie, un cadre accueillant pour les enfants. Ça donne des éducateurs des anciennes associations qui sont, allez, on va le dire, détruits parce qu'ils ont vécu pendant 2 ans, qui refusent de continuer à travailler. Et donc du coup, les associations qui gagnent ne trouvent plus d'éducateurs diplômés. Donc ils nous remplacent par des gens qui ont 18 ans et le BAFA. Bienvenue à eux. Ils nous remplacent par des éducateurs qui viennent tout juste d'avoir le diplôme et des équipes qui ont une moyenne d'expérience avec des enfants placés d'à peu près, allez, 1 an. Voilà. Cette liste de vie écorchée et abîmée d'enfants déjà très très fragilisés, je peux vous la faire durer 3 plombs, il n'y a aucun problème. Heureusement, le président de notre département, Christian Gillet, il a très très bien pris la mesure de ce qu'il avait fait jouer en lien de cet appel à projet, puisque pour lui, du coup, tout va bien, ce ne sont que des exceptions. Sauf que les exceptions dont il parle, pour moi, elles s'appellent Nolan, elles s'appellent Malone, elles s'appellent Sonia, elles s'appellent Marina, elles s'appellent Angelina, elles s'appellent Luna, c'est que des mômes que j'ai accompagnés, qui aujourd'hui sont au 36e dessous, c'est des gamins qui sont revenus 2 ans en arrière de quand on les a accueillis. Alors un appel à projet, voilà, c'est surtout pour économiser de l'argent. Et comme c'est pour économiser de l'argent, en fait, on se rend compte qu'un appel à projet, c'est qu'un symptôme. C'est le symptôme de quoi? C'est le symptôme de Jean-Louis Sanchez, président de l'Audace, qui décrète que la protection de l'enfance en France, c'est 7 milliards d'euros payés par les départements. Donc c'est absolument pas une question de moyens. Non, il y a beaucoup de moyens mis pour la protection de l'enfance. Le CICE, combien déjà? 40 milliards. La fraude fiscale, 100 milliards. Voilà. ISF, voilà. Alors du coup, on est remplacé par qui? C'est ça qui est important de se poser comme question. On est remplacé en partie par des fondations. Alors les fondations, vous connaissez le principe, hein, elles viennent et puis elles peuvent être plus concurrentes et plus fortes que nous parce qu'elles peuvent bénéficier des dons des personnes. Donc par exemple, les apprentis d'Auteuil se sont installés sur notre département et en un claquement de doigts ont gagné plus de 100 places d'accueil. Moi sur le papier, honnêtement, jusqu'à présent, j'avais pas d'avis, c'est-à-dire que les fondations arrivent, si ce qu'ils proposent est mieux pour les mômes, très bien, ça me va. La réalité en fait, c'est que l'argent des dons, il vient juste compenser la baisse de tarifs qui est mise en place par le département dans le cadre de l'appel à projet. Sauf que la grosse blague, c'est qu'Emmanuel Macron et son gouvernement d'En Marche, avec la baisse de l'ISF, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont généré? Ils ont généré le fait qu'aujourd'hui, en France, les associations et les fondations ont perdu 50% de leurs fonds. Parce que les gens n'ont plus besoin de défiscaliser. C'est quand même un truc de malade, hein. Et là, on se dit quoi? On se dit,
Les mecs, voilà, ils disent « Oh, c'est quand même con, dis donc, protection de l'enfance, ça la foutrait mal qu'on mette pas d'argent dedans. Faut qu'on arrive à faire revenir l'argent dans la protection de l'enfance ou dans le système associatif en général. Alors on va créer quoi? On va créer un système où les entreprises pourront investir et faire du pognon derrière avec des intérêts sur la réussite ou pas des enfants placés. Ça s'appelle les bons à impact sociaux, les contrats à impact sociaux. Et ça existe déjà. Et c'est promu par votre cher camarade du Nord, Christophe Itier. Voilà, qui en plus, je l'ai appris aujourd'hui, non content d'imposer ce système-là, empêche d'autres systèmes d'exister puisqu'ils sont en train de détruire aussi les possibilités pour les scopes et les sites de s'installer. Donc voilà, et donc du coup, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte national. Excusez-moi, je suis un petit peu long. Mais il y a une dernière chose dont je voudrais parler, c'est la formidable hypocrisie de notre ministre des Santé et des Solidarités, Madame Buzyn, qui, aux dernières assises de la protection de l'enfance, le 29 juin 2018, est venue faire un discours dans lequel elle disait que les lois ne sont rien si elles ne permettent pas d'ancrer dans nos vies des droits réels et des changements. Qui peut me dire aujourd'hui, les yeux dans les yeux, que les lois de 2002, que les lois de 2005, de 2007, de 2016 sont respectées? Personne. Personne. En tout cas, sur mon département, je vous le dis, elles ne le sont pas. Alors, Madame Buzyn, elle a conscience qu'il y a un gros problème en protection de l'enfance, donc elle insiste lourdement sur le fait qu'il faut absolument que les situations de maltraitance soient dénoncées. On est le 29 juin 2018. Au mois de septembre, je découvre que le 119, le numéro d'appel contre la maltraitance, est menacé de fermeture parce que l'État diminue de 80% du budget. Enfin, elle se fout de la gueule de qui, là? Enfin voilà, moi, je suis désolé, ça me rend vulgaire, mais j'ai que ça en tête, quoi. Madame Buzyn, je m'y perds un petit peu, excusez-moi, c'est l'émotion, c'est la colère. Donc on peut faire le choix de continuer à l'écouter béatement, ou alors, enfin voilà, parce qu'Agnès Buzyn nous parle de quoi? Elle nous parle de protocole, elle nous parle de stratégie, elle nous parle de réorganisation, elle nous parle jamais d'argent en fait. Sauf qu'à un moment donné dans le social, c'est ça dont on a besoin. Madame Buzyn, elle nous dit que pour aider les éducateurs à accompagner les jeunes majeurs, elle va nous donner des outils. Mais elle me prend pour un con ou quoi, Agnès Buzyn? J'ai 3 ans de formation, les outils, je les ai déjà. Par contre, j'ai besoin de financement. Et il y a 2 ans, je bossais avec les jeunes majeurs sur mon association. Et j'ai dû changer de groupe parce qu'on a perdu un tiers de nos places. Mais la loi est appliquée, bien entendu. Elle nous dit qu'il est essentiel que les enfants placés aient des parcours de soins adaptés, notamment vers la psychiatrie. Je ne sais pas quel est l'état de la pédiatrie pour les enfants chez vous dans le Nord, mais nous en Maine-et-Loire, c'est une catastrophe. Hein. On a les 15 places pour un département, quoi. Donc, voilà. Et puis du coup, elle nous a fait cette grande annonce le 20 novembre, j'ai été ravi, j'ai trouvé ça magnifique. Agnès Buzyn nous annonce que grâce à elle, l'État envisage la prise en charge à 100% des frais de santé des enfants placés. Ça s'appelle la CMU et la CMUC. C'est triste à dire, hein, mais voilà, elle s'appuie sur un rapport où elle dit que c'est absolument catastrophique. J'ai juste ici la page de garde. Dans ce rapport, ce qu'il dit, c'est qu'une fois que les enfants sont placés, globalement, la prise en charge du soin est très bonne et est couverte à 100%, il n'y a pas de problème. Elle nous a fait une grande annonce qui a été reprise par les médias, comme ça, et absolument pas critiquée. Et tout ça, nous, dans notre mouvement, il y a un truc auquel, sur le Maine-et-Loire, on a dû faire face, c'est la non-reconnaissance médiatique. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on fasse une marche jusqu'à Paris pour obtenir quelques papiers dans l'UMA et un reportage sur Libération et 30 secondes d'audition sur France Info un matin. Je suis à la fois très en colère et très heureux. Je suis très en colère parce que une dizaine ou une vingtaine de juges de Bobigny, en faisant un texte et un appel à signature, ont réussi à avoir la couverture du Monde, du Figaro et de plein de médias nationaux. Là où nous, on y avait mis énormément d'énergie. Et en même temps, je suis hyper heureux parce que pour la première fois, ils nous donnent la chance d'avoir une possibilité d'audience nationale. Au point où même nos juges du Maine-et-Loire, qui pendant 1 an et demi sont restés silencieux, viennent de pondre leur article comme quoi, bah oui, en Maine-et-Loire, ils ne peuvent pas faire appliquer les mesures. Parce qu'en Maine-et-Loire, malgré les appels à projets, on a toujours 200 mesures non appliquées, bien entendu. Et du coup, j'ai quand même le sentiment qu'il y a le vent qui est en train de se lever pour nous tous. C'est en train de commencer à bouger partout, et c'est en train de bouger fort. Et il faut absolument qu'on arrive à continuer à travailler avec ces magistrats, avec ces gens qui ont plus d'audience que nous, et que nous, on arrive à faire masse, parce que c'est maintenant ou jamais qu'on peut réussir à changer les choses et à faire changer de direction à ce gouvernement. C'est maintenant que ça joue et j'espère qu'à la manif de la semaine prochaine, on sera un énorme paquet à y être présent dans une manif hyper dynamique et avec un balle de mise en scène. Voilà.